on a des avancées en intelligence artificielle qui font que peut-être, on n'est pas prêt d'avoir une intelligence artificielle comme président, j'espère, là, mais peut-être que pour certains cas, on voudrait avoir des opinions de système experts. Ouais. On voudrait parce que minimiser la justesse et minimiser la justice, ça donne pas le même résultat. L'IA qui commence à s'inspirer du produit de l'IA pour créer de l'IA, et que ça donne des trucs qui ont plus de bon sens, puis on sait que ça se multiplie aussi, je veux dire, Oui. c'est polluant de l'IA, hein? Salut les pirates, bonjour Pierre. On a un invité aujourd'hui. Oui, nul autre qu'un invité. Donc, Pierre, je sais pas si tu te rappelles. Tu devrais t'en rappeler. En 2023, on a publié notre livre, Le Manuel Pirate. Oui, tu t'en rappelles parce que c'est toi qui as fait l'édition. Donc, avec les éditions Laurentian, hein, une petite maison créée par toi-même. Qui a été reprise par GoPirate au courant de l'été, une nouvelle, on n'avait pas vraiment annoncé, hein, c'est passé un petit peu sous le radar. Puis récemment, il y a eu un second livre qui a été publié par les éditions Laurentia, ça s'appelle « Des meilleurs modes de scrutin ». Puis, comme vous le savez sur le podcast, on ne peut pas s'empêcher d'explorer tout ce qui peut aider la société à s'améliorer. C'est un petit peu une obsession. Donc aujourd'hui, on reçoit l'auteur du livre en question, Stéphane Rouillon, ingénieur, docteur, associé de recherche en mathématiques appliquées et aussi passionné de politique et de démocratie depuis 25 ans. Bienvenue chez GoPirate. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écrit un livre, honnêtement. Je suis en train de le passer à travers, puis c'est vraiment, je le dévore. J'aimerais ça faire un petit peu une présentation de ton parcours, mais en question. OK. Je serais curieux de voir pourquoi est-ce que ce serait important pour toi et pour nous de s'intéresser au mode de scrutin. C'est la base de comment prendre des décisions de façon collaborative à plusieurs personnes, d'abord, ouais. OK, et même peut-être dans le futur, bientôt, peut-être avec des jurys ou des assemblées mixtes. Il n'y a pas que des gens, bientôt, qui pourront voter. On a des avancées en intelligence artificielle qui font que peut-être, on n'est pas prêt d'avoir une intelligence artificielle comme président, j'espère, là, mais peut-être que pour certains cas, on voudrait avoir des opinions de système experts. Ouais. On voudrait peut-être pas laisser tout seul non plus, puis on devrait avoir des humains. Et il y a des cas où on sait déjà que ça pourrait être des solutions à certains problèmes, là, comme pour les deepfakes, par exemple. Ah oui, c'est très bien. J'allais te proposer, dans le fond, c'est quoi un mode de scrutin, mais tu viens de le dire, hein, c'est une façon de prendre des décisions de manière collaborative. C'est ça, c'est une mécanique pour prendre, on va dire, une opinion médiane d'un groupe de gens ou de jurys, là, de membres d'un jury. Là. Tu as écrit un livre, donc j'imagine que ça concerne beaucoup de gens, le mode de scrutin. Pourquoi est-ce que ça concerne tout le monde, même ceux qui peut-être sont pas intéressés à la politique? Ça concerne toute la planète, tout simplement. Surtout qu'en ce moment, on manque pas de cas où on a des problèmes, par exemple, d'instabilité de gouvernants, donc sur les 200 pays. Et ce qui est assez génial, c'est que des élections, donc pour faire de la recherche en psychologie, qui est la science qui étudie les modes de scrutin, c'est génial parce que on n'a pas vraiment besoin de financement et de laboratoires de recherche. Toutes les données intéressantes sont publiées régulièrement sur Internet parce que des élections, il y en a presque tous les jours. Entre les sénatoriales, les provinciales, les fédérales, les municipales, sur 200 pays. Surtout qu'en plus, ces derniers temps, les gouvernements restent pas là 4 ans. Là, c'est beaucoup plus court et autres. Là. Donc, ça, rien que pour ce qui est des gouvernements de nations et donc la hiérarchie, ça donne déjà des élections presque tous les jours. En plus, dans la société civile, il y a plein d'autres occasions où il y a des élections et on peut avoir d'autres données. Ce serait par exemple le cas pour les associations étudiantes qui votent pour avoir des VP, des exécutifs, des syndicats. À plus petite échelle, les gens qui sont dans des coopératives d'immeubles. Donc ça arrive souvent aussi, là. Et il n'y a pas que voter pour désigner un président, mais il y a aussi voter pour décider ce qu'on fait des sous pour entretenir la bâtisse. Et donc, il y a plein de cas et ça concerne un peu tout le monde. Super. Très belle mise en bouche. Merci beaucoup. Rien. Pierre, quelque chose à ajouter? Non, je te laisse continuer. Oui, ok, c'est très gentil. Écoute, les chats pirates, comme vous le savez,
Là, en ce moment, on vient de te recevoir dans mon studio que j'ai tout réamanché pour te recevoir. Et tout ça pour dire que là, en ce moment, je suis dans mon sous-sol. Hein? Je reçois des gens dans mon chez-moi. Et il faut pas oublier que ça, c'est sur notre temps, hein, parce que Pierre et moi, on travaille, n'est-ce pas? Vous également, j'imagine. Oui, toi moi également. Aussi. Oui, tu peux me tutoyer. Oui, oui. J'ai pas de chapeau, là, je suis pas aussi pirate que vous, mais tu peux me tutoyer, il n'y a aucun problème. Donc, fait qu'un petit rappel que cet épisode est financé par tous nos patrons. Pas les boss, hein, les patrons comme dans Patreon, n'est-ce pas? Qui sont qui appuient GoPirate financièrement. Donc, pour aller voir qu'est-ce qu'on offre, c'est patreon.com /GoPirate Canada. Et puis aussi, on a un généreux serveur Discord où plein de gens viennent parler de toutes choses, dont la politique et la démocratie. Et puis, juste avant de continuer, on vous prend quelques minutes pour ceci. Vous avez remporté un appel d'offres, mais pas la ressource pour le livrer? Ou votre infrastructure ne suit plus, obsolète, peu fiable, sans plan de relève clair? On connaît ce terrain et on est là pour le stabiliser. Chez Solutions Informatiques Baillargeon, on conçoit, déploie et exploite des systèmes d'information depuis plus de 24 ans. Windows, Linux, FreeBSD, VMware, Ceph, VPN, pare-feu. On assemble l'infrastructure qu'il vous faut avec le bon outil, toujours. On vous aide à livrer vos mandats, à fiabiliser vos environnements, à contenir vos coûts. Et surtout, on vulgarise. Vous avez un partenaire, pas une boîte noire. 100% québécois, passionné par le logiciel libre et l'efficacité, on déploie ce qu'il faut, où il faut, pour que vous puissiez avancer. Besoin d'un coup de main? On est là pour livrer avec vous. Alors, j'aimerais ça qu'on tombe dans le cœur du sujet, si tu veux bien, Stéphane. Dans ton livre, tu parles que c'est très important de comprendre le problème qu'on essaie de régler avec un mode de scrutin ou une façon de prendre des décisions finalement. Oui, essentiellement, il n'y a pas un mode de scrutin magique, il y a plusieurs modes de scrutin qui sont bons, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont, dans des situations particulières, définitivement meilleurs sur tous les plans que les autres. Donc, il existe non pas un meilleur mode de scrutin, mais il existe plusieurs meilleurs modes de scrutin, mieux adaptés pour résoudre certains cas. Et la première grande division qu'on peut faire des problèmes auxquels on s'attaque avec les modes de scrutin, c'est ceux qui sont à vainqueur unique, où il faut prendre une décision et vraiment avoir un président ou une dépense ou un projet qu'on retient, par exemple, dans un budget participatif. Donc, il y a des tas de cas de figure, puis ça dépend du problème pour savoir quel est le meilleur mode de scrutin puis comment on procède. Et ceux qui sont là pour désigner une assemblée de représentants, donc ce qu'on appelle les modes de scrutin à vainqueurs multiples. Et donc là, on rentre plus dans la version gouvernementale, municipale et autres. Donc, voilà. Un peu comme ce qu'on a ici au Canada. J'imagine que tous les pays les anciennes colonies britanniques ont un peu ce genre de système-là. Tous les pays ont une façon de désigner des représentants généralement. Il y a même dans les pays communistes à l'origine, il y a une forme de démocratie interne qui a plus ou moins évolué et qui est plus ou moins respectée, ça dépend, là, mais qui anime la vie politique à l'intérieur des partis uniques quand c'est le cas de pays qui ont un seul parti politique. Donc, bon, ensuite, qu'est-ce que ça vaut? Là, faudrait rentrer dans les détails. Je suis pas expert de la politique interne de nombreux pays dits communistes et autres. Mais donc, il y a plein de situations où quand même, quel que soit votre régime sous lequel vous vivez, il y a des décisions à prendre en communauté et puis il faut vivre avec. Et donc, comme je disais par le passé, il n'y a pas que les êtres humains. Il y a aussi donc des machines qui pourraient être appelées à participer à suggérer des décisions, pas forcément les prendre. Et donc, une des applications où ce que ça peut être le plus pertinent, c'est pour identifier de potentiels deepfakes. C'est une des raisons pour lesquelles on peut s'attarder à ça. C'est intéressant parce que dans le titre de meilleur mode de scrutin, ça sous-entend un petit peu que tous les modes de scrutin ne sont pas nécessairement les meilleurs. Hein. Est-ce que tous les modes de scrutin sont justes? Alors, d'abord, il faut regarder comment on définit juste. Quand on dit juste, en français, parce que c'est pas forcément dans d'autres langues la même façon qu'on pourrait avoir là, il y a deux interprétations. Ça peut être soit synonyme de justesse dans le sens mathématique du terme, soit synonyme de justice dans le sens républicain du terme. Et donc, c'est pas... Donc, faut vraiment d'abord savoir dans quel cas on traite le mot. Et idéalement, quand ça fonctionne comme il faut, les deux sont
sont remplis. Sont remplis, ouais, OK? ouais. Mais généralement, comme on peut pas découper des députés en fractions de députés, etc., pour être vraiment équitable et autres, là, donc, on se retrouve à avoir le mot anglais me vient discrepancies, là, des erreurs un peu là, par rapport à l'idéal. Et ensuite, c'est quand on crée ces erreurs-là, là, on peut chercher à avoir des erreurs qui minimisent l'un ou l'autre, parce que minimiser la justesse et minimiser la justice, ça donne pas le même résultat. Effectivement, très bon. Dans tous les cas, dans tous les modes de scrutin, c'est la majorité qui l'emporte. J'imagine. Alors, d'abord, encore ça, la majorité, il faut redéfinir le terme. Tout à fait. Il y a majorité absolue, qui est plus de 50%, majorité relative. Dans mon livre, j'ai préféré adopter le vocabulaire plus moderne, où on parle de majorité pour la majorité absolue et de pluralité pour la majorité relative. Donc là, maintenant, tu peux me reposer la question en me donnant le bon sens de majorité, puis je vais pouvoir te répondre. Ben, dans le fond, le sens de ma question, c'est on va, par exemple, en politique, on va élire des représentants basés sur une quantité de gens, des citoyens qui ont voté, donc la majorité, pas nécessairement absolue, mais dans un contexte comme au Canada, il y a un découpage qui se fait. Il y a un découpage qui se fait. Mais la première chose qu'il faut regarder, c'est quel est l'objectif qu'on veut dans le cadre des assemblées. Les modes de scrutin et la dynamique qui s'est installée à travers toute la planète, qui nous vient finalement essentiellement des Grecs puis de l'Empire romain, enfin, pour être plus précis, de la République romaine à l'époque où ils votaient. Là. Ça a duré, je pense, une 50aine d'années. Je suis pas historien, mais c'est à peu près ce que j'ai pu retracer. Et cette dynamique-là visait plus à faire ce qu'on appelle une démonstration de force. OK. Donc, le déroulement permet, en amont, etc., de montrer qu'on va être le parti ou le groupe qui va regrouper le plus de support, qu'on va être au pouvoir et d'essayer de rassembler, ça dure un certain temps. Et donc, c'est pour ça que dans ces années-là, et tout ce qui est au début, on a eu beaucoup plus de gouvernements fondés sur des partis politiques qui étaient majoritaires en chambre, et que maintenant, où l'information se démocratise, les problèmes sont multiples, les solutions sont multiples, c'est des vrais arcs-en-ciel et tout, c'est extrêmement difficile dans ce cas-là d'avoir tous les gens avec les mêmes priorités, et on a un fractionnement, même pour les systèmes les plus majoritaires possibles, des chambres. Et donc, on a des cas comme la Bulgarie qui doit être rendue à sa 7e ou 8e élection en 4 ans. OK? Et chacun je pense, avec les mécanismes qui sont là pour aider la stabilité, pour refaire une élection en Bulgarie, il faut qu'ils aient essayé au moins 3 premiers ministres, puis que les 3 aient perdu la confiance de la Chambre pour repartir en élection. Et c'est un problème qui est omniprésent un peu dans tous les pays en ce moment. La France vient de constater encore que son gouvernement a duré 1 mois, si on compte depuis le début, et puis moins de 24 heures entre le moment où il a nommé ses ministres puis ça vient de tomber, là. Donc, c'est une problématique qui est universelle, on va dire, un peu partout là, en ce moment. On a moins ces problèmes-là au Québec, au Canada. Mais j'ai une question pour toi qui me chicote, là. Je ne peux plus m'empêcher de la noter pour te la poser. Allons-y. Les gouvernements promettent de changer le mode de scrutin depuis à peu près une éternité et demie. Oui. Pourquoi c'est difficile de trouver un consensus autour de ce changement éventuel qui risque peut-être jamais d'arriver? Bon, il y a plusieurs éléments différents, là. D'abord, tout le monde n'a pas les mêmes priorités. Okay? Il y a des gens qui sont des partisans du mode de scrutin comme étant une démonstration de force. Il y en a d'autres qui sont des partisans d'une version plus moderne qui est un exercice de représentation. Okay? Donc, c'est pas le même objectif. Okay? Il y en a qui sont là juste pour gagner. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, ça dépend de ce que l'on veut si on se place du point de vue des élus ou des électeurs, OK? Il y a ça aussi comme dynamique. Et il y a aussi de la connaissance. Qu'est-ce qui est possible puis qu'est-ce qui est impossible d'après ce que pensent les gens. Et donc, des fois, il y a des politiciens qui sont en conflit d'intérêts et qui préfèrent garder dans l'ignorance les gens pour leur faire croire qu'il y a d'autres systèmes qui ne fonctionnent pas alors qu'ils sont déjà utilisés depuis des dizaines d'années, si c'est pas presque un siècle dans le cas de l'Irlande, par exemple, dans d'autres pays. Donc, il y a beaucoup, faut comprendre les dynamiques et les intérêts de chacun des acteurs et sans que les acteurs soient forcément des personnes. Les partis politiques, les groupes civiques, etc. Sont des acteurs aussi en tant que tels. Certains qui vont essayer d'avoir du financement ou d'autres choses et qui des fois vont devoir dire oui.
aux promesses du gouvernement. Et c'est pour ça qu'on a eu au moins 3 premiers ministres, autant provincial que fédéral, qui ont promis une réforme du mode de scrutin. Puis quand ils ont vu les conséquences que ça aurait dans leur intérêt collectif, pas juste à eux personnellement, mais à leur groupe de députés qui fait passer les lois, ça a été dur. Puis je pourrais même en compter un 4e si je comptais l'époque de René Lévesque, puisque finalement, il voulait faire une réforme du mode de scrutin, puis il n'a pas été capable. Okay? Donc c'est la même dynamique et autres, mais la première chose qu'il faudrait se mettre d'accord, c'est qui devrait décider de mode de scrutin? Est-ce que c'est les élus ou les électeurs? Et on a eu un cas en Colombie-Britannique où ils ont été faire une assemblée citoyenne pour donner cette charge de décision aux votants, quoi, finalement. Okay. Bon, là, il y a eu tout un jeu politique encore autour de ça. Et ça n'est pas fini. Et ils sont encore en train d'étudier pour une réforme du mode de scrutin pour la 3e ou 4e fois, parce qu'il a adopté le principe, puis il y a comment on l'implante, et le diable est dans les détails. Donc, le référendum sur le principe pour implanter le vote unique transférable en Colombie-Britannique a eu près de 58%, je pense que c'est 57,8% d'appui. Et quand ils ont fait une carte toute débalancée, tout croche, avec des méga circonscriptions qui avaient 7 représentants puis d'autres 2, mais là, l'approbation est descendue à 38%. Oh là là. Mais ça reste encore d'actualité parce que les hasards font qu'on a à peu près 3 partis politiques, puis il y en a un qui est tout petit, qui est souvent le Parti vert, puis avec ses 3 sièges, mais il détient la balance du pouvoir, et lui veut une réforme du mode de scrutin. Alors ça revient régulièrement, et c'est le cas en ce moment en Colombie-Britannique, ils sont en train de discuter de diverses options. Puis ça coûte cher, tout ça, là. Ça coûte cher, mais ça coûte moins cher que des mauvaises décisions. Là, on va être honnête, là. Certain. Moi, je suis un partisan de la concurrence, OK? On va être clair là-dessus, là. Mais la concurrence en politique, ça se voit dans 2 aspects. La concurrence entre les partis politiques et la concurrence à l'intérieur des partis politiques. La concurrence entre les partis politiques prend essentiellement l'aspect de la proportionnelle. OK? C'est une concurrence justement. OK? Où si vous avez 3% des votes, mais vous devriez avoir 3% des sièges, puis tout le monde est en concurrence. Les petits versus les moins petits versus les moyens versus les plus grands, puis les plus grands entre eux, et tous sur une base égale. Ce qu'on n'a pas avec les modèles majoritaires, où les petits se retrouvent complètement éliminés, et on a moins de concurrence entre les plus gros, puis donc si on veut maximiser la concurrence, la proportionnelle, c'est la meilleure solution. Et la concurrence, si on regarde sur le plan économique, a gagné, on va dire, la bataille entre capitalistes et communistes. Là. Donc, dernièrement, semble assez évident que les modèles qui récompensent les gens qui sont les plus efficaces économiquement sont ceux qui ont gagné cette bataille-là. Mais ça n'a pas franchi, la sphère politique. Un peu comme la révolution tranquille, a pas percé la révolution, la sphère politique au Québec. On n'a rien changé à cette époque-là. On a eu plein d'évolutions dans le domaine économique, la présence des gens au CA, etc., les francophones et autres, mais les règles du Parlement ont presque pas changé. Ça n'a pas changé depuis le début du pays. De la nation. Je veux pas rentrer dans ces détails-là non plus, là, pour pas me chicaner avec les uns ou les autres. J'essaie d'être le plus neutre possible. C'est ça aussi, hein. Il faut être conscient de ça. Je comprends tout à fait, mais dans chaque province canadienne, c'est le même système qu'au fédéral. Attends, maintenant, mais il y a eu des cas, il y a eu des tentatives au Manitoba, ils ont eu des modes de scrutin proportionnels pendant quelques années, etc. Il y a eu toutes sortes dans l'histoire des essais, et il y en a en ce moment, OK? Il y a beaucoup, au niveau municipal, surtout aux États-Unis, là, il y a plusieurs mairies où on a des votes où on peut donner 2 ou 3 choix en préférence. Il y a aussi des villes où on a un vote par approbation. C'est-à-dire qu'on peut mettre autant de X qu'on veut, puis ça compte pour les uns les autres. C'est le système qui est utilisé pour désigner le secrétaire général à l'ONU. Ça a certains avantages parce que ça va chercher un élu le plus consensuel, finalement. Donc, on n'est pas limité à une seule croix. Mais tous ces modes de scrutin ont des avantages et des inconvénients. Et si on prend les derniers, les plus efficaces, et qu'on les agence intelligemment, ce qu'on fait en ingénierie, moi je suis ingénieur de formation, puis généralement quand on développe un produit, on regarde ce qui existe sur le marché, on regarde les qualités des uns et les défauts, puis on essaie d'en construire un nouveau qui ait le maximum de qualité puis le moins de défauts. Ben on est vraiment dans cette situation-là actuellement avec les modes de scrutin. On est capable de combiner les avantages des modes de scrutin majoritaires et les avantages de la proportionnelle pour aller chercher le plus possible d'avantages
et réduire les inconvénients. Et cette combinaison a déjà été faite il y a plus de 70 ans déjà, après la Deuxième Guerre mondiale. Le modèle mixte allemand est vraiment un exemple où, après la guerre, on a combiné les deux modes de scrutin pour obtenir quelque chose. Malheureusement, on l'a combiné de façon diplomatique. C'était pour avoir un équilibre, puis on a gardé les avantages des deux systèmes, puis les inconvénients des deux systèmes. Ce qui s'est passé essentiellement, c'est que les Anglais et les Américains voulaient un modèle majoritaire, qu'ils utilisaient puis qu'ils utilisent toujours. Les Russes et les Français voulaient un modèle proportionnel, parce qu'à cette époque-là, c'est ça qu'ils utilisaient tous les deux. Et donc, ben, ils ont coupé la poire en deux, puis ils ont dit on va faire 50-50, et ça a donné naissance au modèle mixte allemand. La version entre les deux pays qui ont perdu la guerre, c'est que les Japonais ont pris un modèle mixte parallèle, donc il y a une partie qui est vraiment majoritaire et l'autre qui est proportionnelle, tandis que les Allemands ont décidé d'avoir une finalité proportionnelle, donc utilisent la partie proportionnelle comme compensation pour arriver à un résultat au lieu d'avoir simplement la proportionnelle juste à côté. Mais c'est ça, et on peut les combiner différemment, il y a plein d'autres façons de le faire, et j'en propose une dans le livre. C'est très intéressant. Dans le livre, justement, revenons un petit peu, on est parti dans la politique, je m'attendais à ça, c'est génial. Tu t'attaques beaucoup au livre, aux problèmes directement plutôt qu'au système. La manière dont tu as découpé le livre. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que tu classes les modes de scrutin par type de problème collectif que les systèmes doivent résoudre. Ben, je l'ai écrit pour que, on va dire, comme public cible, c'est les étudiants de première année au bac en sciences politiques. Puis c'est vraiment ordonnancé, comme il y a 14 semaines ou 15 semaines dans un cours à 3 crédits, là, typiquement. Donc, c'est vraiment un chapitre par semaine à peu près, puis un break. Donc, c'est vraiment écrit pour être utilisé idéalement en milieu universitaire. Je ne sais pas si ça sera un jour ou pas, là, mais c'est adapté pour ce cadre-là. Ce qui fait que c'est vraiment défini... pas partisan. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que tu parles de mon pays? Est-ce que tu parles de la Tunisie, de la Grèce ou de la Yougoslavie quand elle existait, ou etc. Oui, je parle d'un certain nombre de pays, mais je suis pas spécialiste de ces pays-là et je les aborde pas pour regarder ce qui s'est passé dans le pays et avec l'historique. Non, je mentionne les différents systèmes, donc les différentes solutions potentielles, et ça donne que c'est ce qui a été utilisé dans un certain nombre de pays pour lesquels on peut avoir des données, donc c'est intéressant quand même de le mentionner, et surtout ça évolue dans le temps. OK? Donc, il y a des pays qui ont changé. L'Italie a changé de mode de scrutin un nombre de fois assez impressionnant, avec certains avantages et inconvénients. Donc, il faut suivre un petit peu pour ça. Même le modèle allemand, qui est celui qui est le plus préconisé en ce moment pour être mis en place au Québec, mais dernièrement, il a évolué. Là. La partie compensatoire qui générait des problèmes, un des problèmes qu'on avait avec ces systèmes-là et avec d'autres mécanismes de stabilisation, c'est que le nombre de députés était pas stable. OK? Donc, et je pense que les Allemands ont 525 ou un peu plus là, d'élus dans leur au Reichstag, donc dans leur parlement. C'est déjà beaucoup. Et à cause des compensations, quand on faisait le calcul, au lieu d'avoir des compensations qui sont toutes positives, dans la part qui a été prise de ces 525, il y avait des compensations négatives. Et jusqu'à 2023, donc ces dernières années, ils refusaient d'enlever des gens qui avaient gagné leur comté pour... C'est qu'ils rajoutaient des Überhang, des sièges supplémentaires, qui étaient à la fois pour... qui étaient surtout pour les partis qui méritaient une compensation positive pour atteindre la proportionnelle. Et donc, comme ça, on avait encore un autre bonus et encore plus de gens. Et c'est problématique du point de vue de la logistique, là, au point de vue siège, etc., au point de vue financement, et au point de vue même des principes de la politique. Parce que vous êtes censé représenter soit une partie géographique ou une partie idéologique. Et dans ce cas-là, les sièges rajoutés représentaient ni l'un ni l'autre vraiment, et donc c'était un peu plus compliqué. Et là, dernièrement, ils ont changé leur façon de faire, et le scrutin majoritaire local qu'on utilise nous-mêmes là ici au Canada, là, qui sert donc pour la première moitié, quand il donne des résultats, il donne pas toujours des gagnants. Il va donner des premiers, deuxième, troisième, etc. Et la majorité, la quasi-totalité des premiers vont être élus. Mais pour éviter d'avoir cet excès de députés pour avoir la justice ou la justesse mathématique, là, ce qu'ils ont proposé, c'est que les moins bons des gagnants ne seront pas élus. Okay? Les moins bons des premiers, pour être précis, ne seront pas déclarés gagnants.
Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passera, parce que je pense que ça a été adopté, la loi, mais ils n'en ont pas forcément eu besoin là, parce que les corrections négatives, c'est pas à tous les coups là, que ça arrive. Là. Donc, il faut suivre, il faut regarder, et puis donc, le pays sert d'exemple, mais il faut aussi savoir à quel moment, quelles étaient les règles, les détails qui étaient dedans. Et cette problématique-là, je l'ai eue pendant un certain temps. Moi, j'ai travaillé avec deux professeurs de sciences politiques, des professeurs à l'Université de Montréal essentiellement, M. André Blais et M. Henry Milner. Mm-hmm. J'ai proposé des mécanismes de stabilisation qui eux, là, sont indépendants en première vue du mode de scrutin. C'est juste quand on a des résultats tout croche puis qu'on voudrait être capable de former un gouvernement stable, un peu comme les Français maintenant. Hein? Donc, eux, ils sont pas de modèle proportionnel, mais ils ont quand même eu des problèmes. Et donc, les premières versions que j'avais avaient cette espèce d'effet d'accordéon là qui permettait d'aller chercher plus de sièges pour stabiliser et autres, mais qui avait donc les problèmes logistiques. Et la dernière version que j'ai présentée à Chicago, donc en avril dernier, en 2025, eh ben n'a plus ce problème-là. On corrige ça différemment pour y arriver. Donc, il y a plein de versions possibles. Il y a toute chose qui est faisable. Mais le premier élément, c'est de savoir quels sont vos principes directeurs. C'est quoi vos objectifs? Puis ensuite, on adapte les règles, les mathématiques pour les obtenir. Essentiellement, c'est ça l'idée. Très bien. On a parlé déjà de l'aspect humain. D'ailleurs, ton livre commence directement avec un aspect qui est absolument non politique, hein? C'est-à-dire des enfants qui doivent choisir une saveur de crème glacée. Et c'est comme ça qu'on entre dans « voici un problème » et « voici un système » ou différents systèmes pour le régler. J'ai trouvé ça très intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui pourraient faire la politique, hein. Ouais. Et ça veut pas dire que le livre sera pas intéressant. En fait, on parle beaucoup de la partie de compréhension du problème, puis ensuite il y a aussi une partie peut-être plus technique ou mécanique que tu disais même, je crois en entrée de jeu dans ton livre. N'hésitez pas à vous entourer de gens qui comprennent bien la politique et ses mécaniques pour mieux comprendre le livre. Les chapitres sont organisés au début, on parle justement des principes, de la logique, des objectifs. Et au fur et à mesure qu'on avance, ben là, l'outil mathématique qui répond plus ou moins bien, parce qu'il y en a qui répondent moins bien, mais qu'on présente quand même pour que les gens comprennent ensuite pour pouvoir comparer, ben là, sont moins... c'est pas, je dirais, moins accessible parce que c'est des mathématiques de primaire là ou de secondaire de base là, des additions, des divisions, puis des choses comme ça, des fractions et autres, des petits pourcentages là. Il y a rien, il y a pas d'intégrale, il y a pas de dérivé, il y a rien de. Il y a un petit peu peut-être de statistiques et probabilités. Il y a un tout petit peu de statistiques et de probabilités effectivement. Donc, mais c'est rien que quelqu'un qui joue aux cartes ou qui lancé des dés n'a jamais connu quoi. Mais c'est pas parce que c'est ces mathématiques simples que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas complexe. Complexe, c'est des choses qui sont difficiles à saisir, des notions qui sont vraiment comme Dieu ou la relativité générale, des choses qui sont vraiment complexes. Mais c'est compliqué dans le sens où il y a un certain nombre d'étapes, ok, puis il faut les faire dans le bon ordre pour que ça devienne simple. C'est exactement comme un cube Rubik, hein. Donc, si vous attaquez les problèmes dans le bon ordre, ben ça devient beaucoup plus simple. Mais si vous les faites dans le désordre, ben là, ça devient l'enfer. Ouais. Et donc, il y a divers exemples comme ça où, si vous faites votre rapport d'impôt, ben c'est des calculs faciles avec des additions puis des multiplications, mais ça peut être compliqué pareil parce qu'il y en a des étages. Là, le nombre de règles qu'il y a et qu'on ne maîtrise pas nécessairement. C'est ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de lire le livre. Puis que si un chapitre, à un moment donné, les mathématiques vous embêtent, vous sautez ce bout-là jusqu'au prochain paragraphe, jusqu'au prochain chapitre ou paragraphe, puis vous continuez et vous y reviendrez plus tard avec l'aide d'un ami qui est un peu plus connaissant ou quelqu'un qui pourrait. Puis généralement, ça devrait être capable de saisir à peu près 95% de tout ce qu'il y a là-dedans, sans problème. Super. En tout cas, moi, j'ai compris. Il y a, on a parlé un petit peu plus tôt là au début de l'épisode, il y a un aspect technologique aussi, donc à l'instar des humains, on explique aussi dans le livre que les machines également, effectivement, commencent à avoir un rôle là-dedans. Ouais. Je serais curieux de t'entendre sur la place que prend la technologie dans la démocratie du futur. On a déjà parlé d'intelligence artificielle, il pourrait avoir un paquet d'autres choses également. Okay. Je ne sais pas si vous avez lu Les ingénieurs du chaos. Ça, c'est déjà une mauvaise application à la démocratie, ou c'est surtout pour faire du marketing, pour aller chercher des votes, etc. Mais ce sont des outils. Hein? Ouais. De la même façon qu'un marteau
ou que l'électricité ou même l'énergie nucléaire, ce sont des outils, vous pouvez les utiliser pour faire le bien ou le mal. Vous pouvez taper sur la tête de votre voisin avec votre marteau ou aller bâtir votre maison. L'électricité, vous pouvez faire des choses qu'on allure ou faire des prisons, puis de la torture ou ce que vous voulez. Et le nucléaire peut faire des bombes ou faire des centrales pour donner... donc, c'est pareil avec les modes de scrutin. C'est ce qu'on fait avec. Utiliser juste pour tout embrouiller les gens jusqu'à la fin, puis qu'il y ait 2000 règles comme dans votre rapport d'impôt, ou vous pouvez l'utiliser pour le construire intelligemment, pour aller chercher les objectifs qui sont appropriés. OK? Et donc, dans ces cas-là, l'intelligence artificielle ou les méthodes numériques en général sont déjà là depuis très longtemps pour guider les êtres humains pour prendre des décisions. Mais des algorithmes, hein, c'est ça essentiellement. C'est ça. Hein, c'est donc, quoi faire si on a telle variable qui sont vraies ou fausses. Oui. Et donc, avant, c'était dans des cadres plus simples. Là, c'était l'ordinateur qui joue aux échecs. Ou, donc, bon, et ça a évolué. Et avec les nouvelles percées qu'on a en mathématiques appliquées, eh bien, on est capable de s'ingérer dans presque tous les domaines de la vie. Là. On a des réseaux de neurones qui font des dessins pour représenter des images associées à divers mots. Donc, vous dites animaux, jungle, exotique, puis il va vous faire un dessin qui va chercher des parties d'images sur le net où il y a des mots-clics qui référencent à ça. Et il va les agencer pour que ça ait l'air continu, puis il est capable de vous faire quelque chose. Alors, ces agents-là, on va les appeler ça comme ça, là, OK, qui sont pas forcément là pour prendre des décisions parce qu'ils font ce que vous leur dites. Si vous demandez juste des suggestions, on va vous faire des suggestions. Vous n'êtes pas obligé d'automatiser la prise de décision pour qu'il y ait des conséquences, là. Ben, peuvent être utilisés intelligemment. Par exemple, donc, si on a l'intelligence artificielle qui a évolué. La première génération qu'on a vécue, c'est pas mal celle de la classification. Donc, sur Internet, reconnaître des chiens, des chats, des ours, des pandas et autres. Et c'est très utile. Vous avez des aveugles maintenant qui se promènent avec des téléphones. Puis, le téléphone leur dit c'est quoi qu'il y a devant, chaise. Il y a des applications qui sont excessivement appropriées donc à l'être humain. Hein. Je viens absolument de voir une application. J'ai donné un coup de main à une immigrante ukrainienne qui venait d'arriver ici et le seul moyen de communiquer, c'était via l'application de traduction Google instantanée. Il y en a plein. Moi, j'utilise DeepL, qui est un modèle allemand, mais qui est extrêmement efficace pour la traduction. Puis ça fait tellement de choses. Ça peut faire des résumés. Donc là, on repartira, on fera un autre podcast si ça vous intéresse. Oui, c'est ça, sur les technologies, c'est gigantesque. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une deuxième génération qui est les algorithmes d'IA génératives, celles qui produisent. Donc, celles dont j'ai mentionné, par exemple, qui produisent des images à partir de données. Mais il y a plein d'autres cas. Et on a vu des sites qui proposaient des faux Picasso ou des faux Monet. Donc, parce que la structure qui avait été exploitée pour classifier les types de peinture et dire que c'était tel auteur avait été rechercher le squelette, l'information essentielle, et on a changé la fin. Au lieu de simplement dire oui ou non, c'est un Picasso, on a fait un algorithme génératif après en ayant des chiffres random et de la génération qui soit conséquente, et ça vous fait une image. Donc, vous allez sur un des sites là et vous dites je voudrais un Monet du 17e siècle avec un homme qui a à peu près 32 ans, avec son profil gauche, en costume, puis vous donnez ça comme input, puis ça vous fait une fausse peinture. Et exactement comme pour les deepfakes, donc les fausses images ou les faux discours, qui sont pas mal sur le net dernièrement, si vous demandez à cette IA initiale qui a produit le faux, est-ce que le faux est un vrai, mais il va vous dire que oui, parce que ça a exactement les caractéristiques que lui utilise pour identifier les vrais. Okay. Mais si vous utilisez un jury d'IA qui n'a pas la même architecture derrière, donc ils vont pas trouver les mêmes caractéristiques, ça va être extrêmement difficile de produire un faux. Parce que la façon dont fonctionnent ces algorithmes-là, ils vont essayer de se rapprocher des caractéristiques que vous donnez, mais si vous avez différents agents qui évaluent ça, ils vont avoir des caractéristiques différentes parce qu'ils n'ont pas les mêmes architectures, et vous allez vous retrouver avec une fonction multi-objectif, c'est-à-dire des points différents. Donc, quand vous allez vous rapprocher de l'IA numéro 1, vous allez vous éloigner de la 2, de la 3, de la 4. Ouais. Donc, si vous faites voter, alors, quels que soient les modes de scrutin, mais là, on peut les adapter intelligemment aussi pour améliorer les résultats, vous faites voter 7 IA différentes avec des architectures différentes pour reconnaître des Picasso, puis là, vous devriez avoir, dans 95% des cas, le bon résultat. Parce que
ces agents-là ne pensent pas de la même façon, si on peut dire ça, ou n'analysent pas de la même façon la véracité d'un Picasso ou d'un Monet. Donc, ça nous prendrait une assemblée délibérante d'agents d'IA. Donc ça pourrait être, parce qu'il y a sûrement d'autres générations d'IA, puis il y en aura plusieurs, mais ça pourrait être une des futures générations d'IA qui serait pertinente, utile et qui pourrait servir à faire autre chose. Et vous pouvez voir des tas d'applications. Des gens qui sont dans les compagnies qui achètent et qui vendent dans le domaine de l'art, par exemple, pourraient avoir même des jurys mixtes avec des êtres humains, des IA et regarder comment ça a évolué. Donc, il y a plusieurs applications qui peuvent être faites à partir de ça. J'ai mentionné celles-là parce qu'elles sont assez simples à comprendre pour les gens. Ensuite, ça dépend. Et votre imagination est aussi bonne que la mienne parce que j'ai vu tellement d'applications farfelues de l'IA. Là. Ah, ben là, Stéphane... L'IA qui commence à s'inspirer du produit de l'IA pour créer de l'IA et que ça donne des trucs qui ont plus de bon sens. Puis on sait que ça se multiplie aussi. Je veux dire, c'est polluant de l'IA. Hein? ça génère l'électricité. Ça consomme l'électricité. Ça commence à... Oui, ça consomme l'électricité. Ça peut donner des résultats assez... puis effectivement, comme tu disais, c'est un outil, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait. Hein? Voilà. Oui. Et puis, ce petit commentaire éditorial ici, j'ai moyennement confiance aux entreprises privées pour prendre des décisions avec l'IA. Je sais pas pourquoi, hein? Ça dépend du contexte, c'est quoi l'objectif, c'est sûr. Non, mais c'est parce que, tu sais, en ce moment, j'aime beaucoup je sais pas quelqu'un qui avait tweeté. Moi, je veux une IA qui plie mon linge. Je veux pas une IA qui lit les livres à ma place puis qui fait des peintures à ma place. Je veux lire des livres puis faire des peintures. Fais la vaisselle. Bon. C'est qu'on pourrait faire analyser des données puis faire peut-être une suggestion de c'est quoi la meilleure solution basée sur un contexte. Oui. Chaque IA a fait sa réponse, puis là, on pourrait prendre justement avoir des inputs, comprendre un peu, puis et pas forcément les écouter, pas les automatiser. Ce qui est malheureusement ce qui arrive en ce moment, où on a, semble-t-il, des drones militaires qui sont directement liés parce que le temps fait partie de l'équation et qui prennent des décisions qui parfois sont malheureuses, comme ça a été le cas pour des gens de... je pense des gens de la Croix-Rouge, si j'ai bien compris, en Palestine, qui malheureusement ont été victimes de l'arbitraire. Et bon, donc... les outils au service des humains, pas le contraire. Hein? Ça serait l'idée. Pour terminer sur une note plus joyeuse, si tu pouvais tester un nouveau mode de scrutin ici dans la politique québécoise d'un matin, oui. Laquelle ou lesquels serais-tu le plus curieux de voir à l'œuvre? Et pourquoi? OK. Là, c'est assez compliqué. Disons qu'on va dire deux choses. Non, OK, je vais faire ça simplifié. OK, alors, on a dit tout à l'heure vainqueur unique, vainqueur multiple. Ouais. Donc, pour les méthodes à vainqueur unique, ce que je voudrais voir, c'est le résultat de méthodes par médiane des différences. OK. Donc, c'est un mode de scrutin qui est présenté dans le livre et qui a certaines caractéristiques mathématiques. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis au point. Et ce que j'aimerais surtout vérifier, c'est voir... parce que les êtres humains apprennent. Et donc, quand on leur met un mode de scrutin, la première fois, ils écoutent les règles. Puis ensuite, ils essayent d'optimiser leur rendement personnel, OK? Donc, si vous demandez, ce que je pense être la meilleure solution, mais à des gens de donner des notes pour être capable de classer, mettons, des projets, là, des projets de rénovation de leur condo, si quelqu'un, on leur dit au début, mettez votre satisfaction, et mettons quelqu'un, entre les trois versions de changer les tapis, refaire le toit ou refaire les fondations, il a des notes qui sont 72, 50 et 21, mais il va chercher à maximiser ses chances. Donc, au lieu de donner 72, 50, 21, il va avoir tendance à mettre 100, 50 et 21. Et 0, OK? Donc, pour vraiment aller chercher les extrêmes. Et je prétends que ce mode de scrutin que j'ai mis là est capable de combattre ça parce que, comme il y a l'élément principal, c'est la médiane, exagérer devrait prendre le bord tout simplement et sortir. Parce que les autres modes de scrutin qui utilisent ça comme input, souvent deviennent des votes par approbation à la fin, parce que tout le monde met 100, tout le monde met 0, et puis finalement, c'est comme si on mettait des X, puis le plus grand nombre de 100, c'est le plus grand nombre de X, et ça donne
Donc, ce qui est utilisé, quand même, qui n'est pas si mal comme mode de scrutin, pour choisir le secrétaire général de l'ONU. Donc, j'aimerais voir dans l'évolution dans le temps si les gens changent de stratégie. Moi, je pense que ça ne serait pas le cas. OK? D'abord parce qu'on peut expliquer aux gens qu'on va même normaliser leur vote, puis comme ça va régler le problème. Donc ça, c'est une façon de faire. Ou que ce sont les gens qui vont donner des valeurs médianes qui vont avoir le dernier mot. Donc, si vous avez... Mais ça prend un groupe assez important. Donc, si vous avez 1000 personnes qui votent, c'est les 30 qui vont donner des valeurs médianes qui vont servir finalement à déterminer vraiment ce qui se passe, pas les 970 qui vont mettre des 100 et puis des 0 qui sont des extrêmes quelque part et l'autre. Donc, il y a ça, mais je voudrais le vivre parce que jusqu'ici, même si j'en suis convaincu mathématiquement, je l'ai pas vécu. Et l'autre, alors pour les modèles à vainqueurs multiples, ce que je voudrais voir, c'est le mode de scrutin que je propose à la fin, c'est-à-dire un scrutin préférentiel, proportionnel et acirconscriptif, ce qui est encore un autre aspect important, avec ce que j'appelle un mécanisme de stabilisation, qui est une béquille pondérée constructive, donc qui n'a pas de surplus, mais qui devrait être capable, pour n'importe quel résultat, de vous garantir un gouvernement stable pour une durée de mandat réduite. Okay? Donc, il faut bien concéder quelque chose, mais je trouve que réduire le temps, c'est ce qu'il y a de mieux pour être capable d'avoir un gouvernement, même s'il y a juste 27%, un parti le plus gros qui a des votes, d'être capable de guider le pays pendant 1 an et demi et de façon solide. Donc, quand on revient en élection plus tard, c'est vraiment lui qui a été le cœur des décisions, puis on est capable de juger si c'était bon ou pas bon. Puis il faudra que tu finisses de lire le livre. Tu vas avoir des surprises sur le pourquoi et les comment. Certain, je t'écrirai. Avec joie. Pierre, tu es l'heureuse personne qui a fait l'édition, la publication de ça. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu où est-ce qu'on prend ça, ce livre-là, qui est donc bien intéressant? Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on a la première impression, on va dire les premiers livres qui ont été imprimés. Premier tirage. Le premier tirage, c'est ça exactement. On a écoulé pas mal toutes les copies. Oui, il en reste plus beaucoup. Disons que j'ai plus de gens à qui j'en ai promis que ceux qui restent. Alors, on va trouver une solution. Donc là, on va commencer à planifier le deuxième tirage. Puis vous allez pouvoir vous procurer le livre sur notre site aux éditions Laurentia. C'est laurentia.québec. Donc, qui est maintenant, Édition Laurentia, une filiale de GoPirate. Donc, c'est un organisme sans but lucratif. Et on a décidé de choisir ton livre comme pour le publier. C'est notre deuxième livre après après le manuel pirate. Il y en aura sûrement d'autres. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont déjà approché qui voudraient publier d'autres livres. Donc, évidemment, c'est beaucoup de travail, mais on collabore avec l'auteur. Puis, on a quand même beaucoup de travail, la mise en page, préparer la couverture, trouver l'imprimeur, etc., etc. Et ça donnait quand même un livre vraiment intéressant, 300 pages cartonnées. À peu près. Oui, puis donc, je suis quand même très fier du résultat. C'est un beau livre. Premier tirage des petits pains chauds, Pierre. Beau travail à vous deux. Moi, j'ai pas mêlé de ça pas en tête. Je m'en mêle là. C'était une surprise. C'est ça, c'était une surprise. Olivier, il va falloir que tu reprennes l'édition Laurentia avec GoPirate parce que j'ai un livre à publier. OK. T'es allé sur les registres des entreprises puis j'ai mis le nom alternatif. Et voilà, c'est ça ma contribution. Mais ça serait le fun de contribuer davantage s'il y a des pirates parmi vous qui écrivez et que vous n'avez pas nécessairement la capacité de vous trouver un éditeur parce qu'on s'entend, il y en a qui font la fine gueule. Ça vaut la peine d'aller sur laurentia.québec juste pour voir. Bon, évidemment, il y a tout le temps la limite de temps et d'énergie qu'on peut mettre, mais si vous n'êtes pas pressé, peut-être qu'un jour, on pourra mettre plus de temps et d'énergie et de gens sur le cas. Mais sinon, on est très, très ouvert à recevoir des propositions. Puis, ma foi, Pierre me disait tout à l'heure que je me verrais dans mes derniers jours dans ma librairie à faire de l'édition de temps en temps. Peut-être que ça commence avec vous autres. Peut-être. Vous nous ferez signe. Stéphane, très apprécié. Merci. Comment, si les gens veulent te poser des questions, comment est-ce qu'on peut te contacter? La meilleure façon, c'est de m'écrire sur mon courriel, stéphane.rouillon@sympatico.ca. Parfait. On va mettre. Est-ce que ça te convient si on met l'adresse dans la description du podcast? Avec plaisir. Très bien. On va espérer que tu ne reçois pas trop de cochonneries, de spam. Mais sinon, ça a été très apprécié que tu viennes faire un petit tour pour nous parler
Dans le fond, c'est combien de temps de ta vie, ça, ces écrits-là? Les écrits, ça a pris à peu près 4 mois pour écrire l'essentiel, mais ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine, on va dire, autour de la réforme du mode de scrutin au Québec. Donc, j'avais des choses à raconter. Puis, il paraît qu'on apprend plus de choses quand on écoute que quand on parle. J'ai fait ça pendant la première moitié de ma vie. Puis, passé 50 ans, là, je me suis dit, il est peut-être temps que je commence à raconter tout ce que j'ai appris pour que ça serve à d'autres. Donc, c'est là que je suis rendu. Très bien. Alors, profitez-en, les pirates. Merci Stéphane, merci Pierre. De rien. Et on se voit au prochain épisode. Bye. Désolé Stéphane, on t'a pas dit de donner un chapeau pour faire le bye-bye. C'est correct. Bye les pirates. À bientôt les pirates.